Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer cette conférence donc, à l'initiative de Marquez, qui est un cabinet d'analyse indépendant spécialisé dans l'étude des usages, de la transformation digitale et plus particulièrement qui a une spécialisation également sur tout ce qui est autour de l'expérience client et des stratégies digitales. Cette conférence donc, de 45 minutes, c'est une conférence, je dirais, table ronde, puisqu'on a des invités, nous avons des invités, et en plus donc, de l'intervention d'Emmanuel Olivier Paul sur un sujet qui est au cœur de l'actualité en ce moment. On parle beaucoup de RGPD, on parle beaucoup de Cambridge Analytica. Tous les jours, il y a des rebonds d'actualité autour de la donnée, de vos données personnelles. Et donc, nous allons parler de tout ce qui est enjeux, stratégie, nouvelles solutions vis-à-vis donc pour la donnée, poumon de l'expérience client. Alors, Emmanuel Olivier Paul, qui est directrice associée en charge de la recherche chez Marquez, va faire une introduction pour, si je puis dire, poser le décor. Et ensuite, cette introduction va être suivie de questions à nos invités. Donc, nos invités, madame, merci d'être avec nous. Vous êtes Marcalo Zori. Vous êtes Data Lake Officer, vous expliquerez votre fonction chez Outscale. Outscale est une société spécialisée dans tout ce qui est cloud computing. Donc, vous avez un regard qui est très infrastructure. Nous avons également Jean-Denis Garot. Jean-Denis, vous êtes directeur du marketing Europe du Sud, donc chez Mytel. Vous avez également depuis hier une nouvelle casquette qui est président du club de marketing des directeurs marketing de l'IT. Félicitations pour cette nouvelle nomination. Donc, vous nous parlerez également, vous répondrez aux questions d'Emmanuel avec cette casquette, peut-être double casquette d'ailleurs, ça peut être intéressant, Mytel, et puis peut-être votre practice en tant que directeur marketing depuis de nombreuses années. Et puis Arnaud Cavé, merci à vous, Monsieur Cavé, directeur marketing produit chez Chiamo Software, connu précédemment sous le nom de Connecteo. Voilà, pour ceux qui découvrent un nouvel acteur, c'est bien de rappeler. Donc, je passe tout de suite la parole à Emmanuel sur la partie expérience client et stratégie autour des données. Voilà. Bonjour. Voilà, je récupère la... Il me permet de connecter, dérouler les slides. Merci à tous pour cette session et puis surtout à nos invités. Et on va voir qu'il y a des éléments du terrain aussi, que nous allons collecter auprès de professionnels du marketing, de la relation client, du digital, mais aussi un peu plus technique auprès des directions systèmes d'information qui vont rebondir sur les questions que je vais vous poser et qui vont être très complémentaires d'ailleurs. J'ai essayé, moi, de pouvoir les choisir. Ah là, Jean-Denis me dit qu'il faut que je rapproche un peu le micro, que je vais le mettre effectivement sur le menton. Alors, déjà, la gestion des données clients, parce qu'il faut bien le remettre en perspective, la thématique de cette session, c'est la donnée poumon de l'expérience client. Effectivement, il n'y a pas d'expérience client aujourd'hui sans données clients. Celle-ci ne peut pas se réaliser correctement si on n'a pas des éléments à jour, pertinents, cohérents sur le client. Mais ça va poser, on verra, beaucoup d'autres problématiques, des enjeux en fait, qui sont assez critiques. Et quelque part, là, 2018 marque, je pense, sur ce sujet-là, un temps fort. Il y aura un avant et un après. On va le voir pourquoi en l'occurrence. Donc les professionnels que nous avons interrogés, là c'était l'année dernière, c'est à peu près il y a 6 mois, donc c'est pas très très vieux, sont tous, pratiquement il y a les 3/4 d'entre eux qui nous indiquent que la gestion de la donnée client est au cœur de leur stratégie pour améliorer l'expérience de leur relation avec les clients. Alors on voit plus particulièrement 8 types de données clients qui sont mis en avant et privilégiés pour contribuer à l'amélioration de cette expérience client. Notamment, c'est assez classique en fait. Il y en a quelques nouvelles. Si on se remet 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, elles n'étaient pas du tout présentes. La géolocalisation, la recommandation sur les données sociales. Donc ça déjà, on voit vraiment de nouvelles composantes qui vont influencer et permettre justement d'adopter des attitudes un petit peu différentes en matière de gestion et de relations qu'on va avoir avec les clients.
Donc ça, c'est un point un peu plus récent. Et ce qu'on voit, ce sont toutes ces données. La plupart sont du ressort de données à caractère personnel. On touche le client, mais ce sont des données à caractère personnel. Et on ne peut plus faire comme avant aujourd'hui avec ces données-là. J'intervenais juste précédemment en matinée sur une étude en partenariat avec Wayu, qui vient d'être conduite sur 180 professionnels et qui portait justement sur le comportement, le changement de comportement des clients et des consommateurs en regard de leurs données à caractère personnel et comment justement vous, en tant que professionnel du marketing, de la relation client et du commerce, vous devez vous adapter face à ces changements majeurs. Et il est clair qu'on est dans un temps très fort, il y a un changement qui est en train de se bouleverser, qui commençait à apparaître depuis quelques années, mais qui résolument s'accélère à travers les affaires qu'a évoquées Sylvie en introduction. Et moi, j'en ai une qui est ce début de semaine. Bon, effectivement, il y a l'audition de Mark Zuckerberg. Alors, je sais qu'il y a une session à côté avec Facebook, hein, c'est ce que Sylvie m'a dit. Mais il y a aussi, là, lundi 9 avril, c'est une vingtaine en fait, d'associations de défense des droits du numérique aux États-Unis qui a saisi la FTC, qui est la Federal Trade Commission américaine, et qui accuse notamment Google, donc là on est sur Google, de collecter illégalement des données à caractère personnel d'enfants via sa plateforme YouTube pour des usages détournés, notamment qui seraient de ciblage publicitaire. Donc on voit là, on est sur la partie aujourd'hui que haute de l'iceberg, et toutes les données qu'on voit ici qui contribuent à l'expérience client. Et donc nous, in fine, à quand même vivre une expérience meilleure avec les marques, avec les entreprises, il va falloir faire quand même autrement. Il ne faut pas que ce soit au détriment quand même in fine de cette expérience client. Alors, bien entendu, en regard, pour pouvoir traiter toutes ces informations et toutes ces données, nos professionnels, enfin vous êtes obligés de vous appuyer sur des solutions du marché, notamment des logiciels qui vont vous faciliter le travail et vous aider dans cette gestion au service de l'expérience client. Et on voit que sur pratiquement 2-3 ans, une multiplication par 2 des besoins en fait, en investissement dans des solutions spécifiques du marché. En regard, on voit les 5 grandes solutions qui vont être privilégiées. En tête, tout ce qui est solutions liées à l'analyse, je dirais, à l'analytics, hein, et notamment à des données de plus en plus en volume, en temps réel et non structurées. Hein. Je parlais tout à l'heure de la partie des données des réseaux sociaux et notamment liées aux recommandations, ou toutes celles qui vont être liées plus largement à la voix du client. Et vous avez des acteurs sur ces 2 salons, hein, stratégie client et e-marketing, qui sont spécialisés justement sur ces sujets d'analyse en fait, de la voix du client, qui vont nécessiter de l'analyse sémantique, de l'analyse d'émotions, de sentiments, donc de nouvelles solutions qui n'étaient pas obligatoirement aujourd'hui, il y a quelques années existantes, et qui sont de plus en plus demandées par nos prestataires, et par nos professionnels aujourd'hui du marketing, de la relation client et de la vente. On voit aussi tout un travail, on va revenir dans la table ronde, on va l'évoquer, qui est autour de la qualification de la donnée client et de son exploitation du mieux possible, et la mise en place de ce qu'on appelle des data management platforms qui progressivement évoluent par ce qu'on appelle des customer data platforms, c'est-à-dire des plateformes transverses à l'organisation qui permettent justement de mieux classifier, indexer, gérer, analyser et traiter les données clés et de référence qui vont porter, entre autres, l'expérience client et d'autres sujets. Alors, plus spécifiquement, on a d'autres solutions qui vont adresser des métiers un peu spécifiques, notamment dans le domaine de l'e-commerce et du marketing. Et notamment sur les plateformes en fait, d'e-commerce, on voit donc des demandes un petit peu différentes qui sont émises hein, sur nos spécialistes hein, de ces environnements, et plus particulièrement des solutions qui permettent de faire de l'attribution, notamment de l'attribution, c'est-à-dire qu'en temps réel, analyser des données en volume qui vont permettre d'orienter à un moment le client et de vivre une expérience optimum in fine hein, sur le meilleur canal, au meilleur moment, et avoir une personnalisation en fait, la plus proche possible de ses attentes. Donc ça, ce sont des solutions avec des acteurs très spécifiques en fait, qui y répondent aujourd'hui, qui viennent plutôt de ce qu'on appelle de la MarTech, hein, plus particulièrement, un petit peu moins du monde de la relation client en tant que tel, et qui vraiment ont investi aujourd'hui ces sujets et qui vous permettent notamment de personnaliser en temps réel et de pousser des informations
en fonction de persona. C'est un point sur lequel on reviendra, sachant que la notion de persona est assez complexe aussi à définir. Et puis, bien entendu, je ne pouvais pas omettre le fait qu'il y a une croissance notoire des investissements en solutions liées à l'intelligence artificielle. Et nos professionnels, là, que nous avons interrogés en fin d'année, on voit qu'il y a pas loin de 3/4 d'entre eux qui, d'ici 2020, indiquent un recours croissant à ce type de solution pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches et de fonctions, notamment dans la relation effectivement client. Mais quand j'ai parlé d'attribution marketing précédemment, on est aussi dans cette même logique-là, c'est-à-dire qu'on va automatiser à un moment donné, je dirais, la mise en avant d'informations personnalisées sur le meilleur canal pour que le client vive une customer journey, je dirais, la plus pertinente pour lui. Donc ça, c'est une croissance très très forte. Et il y a surtout 3 secteurs d'activité aujourd'hui qui font un recours croissant à ces solutions d'intelligence artificielle qui intègrent bien entendu de l'auto-apprentissage, donc du machine learning. On voit la banque, l'assurance, tout ce qui est du monde du tourisme, de l'hôtellerie, des voyages et je dirais aussi donc de la distribution du commerce, qu'on vient de l'évoquer précédemment, notamment avec la partie attribution marketing, mais pas uniquement. Donc peut-être qu'on sera amené à en reparler, parce que c'est des points aussi qui sont demandés. Et l'idée aussi, c'est d'aider le collaborateur avec ces solutions-là, donc le collaborateur au contact du client, pour le décharger d'un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, afin qu'il se concentre justement sur des éléments, je dirais, de conseil, de services d'experts qu'ils vont fournir aux clients et donc améliorer son expérience in fine avec l'entreprise. Un autre point, tout ça ne peut pas aussi se mettre en place. On a parlé beaucoup de solutions, mais nos professionnels, en fait, sont confrontés à des enjeux aussi qui sont organisationnels et qui sont encore loin d'avoir été résolus complètement. Et on voit qu'ici, notamment en 3e position, parmi leurs enjeux qui sont liés à l'amélioration de l'expérience client, on voit leurs problématiques d'organisation en silo et notamment de difficulté de faire travailler en mode transverse l'ensemble des directions et des départements qui sont à un moment donné ou à un autre dans le process du parcours client en contact avec lui. Le marketing, les ventes, la relation client, ça peut être aussi des fonctions, je dirais, plus de logistique, ce fameux dernier kilomètre lorsqu'on a une livraison. Et c'est encore un point crucial en fait de nos organisations qui n'a pas été résolu et qui est complexe parce que là on touche effectivement à l'organisation. La connaissance client, donc là on est au cœur du sujet, mieux le connaître, ça permet de mieux l'adresser, de mieux le satisfaire, de mieux personnaliser la relation qu'on va avoir avec lui et d'intégrer aussi un contexte. Ça c'est important. Et puis la synchronisation des données clients entre les différents canaux unifiés. Et là, je pense qu'on pourra être amené à en reparler parce que certains de nos intervenants sont pile poil sur ces problématiques de synchronisation et de parcours omnicanal. Et on n'est toujours pas en fait à niveau. Là, on est plus sur des problématiques aussi organisationnelles qu'on vient d'évoquer sur les silos, mais aussi techniques et technologiques. Donc, comment on peut, peut-être c'est un point qui sera abordé, comment on peut mieux y faire face, parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de pouvoir y remédier à un meilleur niveau. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce thème de la gestion des données au service de l'expérience client, on ne peut pas aujourd'hui la décorréler des enjeux réglementaires et des obligations que vous avez, notamment qui sont liées à la mise en application du RGPD le 25 mai prochain, et puis aussi du règlement e-privacy qui est en train d'évoluer et qui va amener en fait d'autres composantes, alors plus peut-être pour la partie, j'allais dire, web et les interrelations qu'il y a entre les différents écosystèmes, notamment dans le domaine des médias par exemple, mais pas uniquement. Donc ça, on voit que c'est une nouvelle dimension et qui vous oblige de vous adapter, de faire autrement. Et puis aussi peut-être de choisir différemment vos prestataires et de prendre en compte que notamment si on regarde le RGPD, ce n'est pas seulement vous qui êtes responsable, mais c'est toute la chaîne de traitement qui est associée, donc bien entendu l'écosystème de vos partenaires qui va être aussi impliqué. Donc vous devez vous assurer qu'il soit conforme à vos propres exigences et aux exigences réglementaires dans le cadre de ces réglementations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que 80%, et là, c'est ce début d'année, des professionnels que nous avons interrogés, notamment dans le cadre de l'étude que dont j'ai parlé tout à l'heure,
fait en copartenariat avec Wayu et les salons stratégie client et marketing sur le changement de comportement des clients et des consommateurs en matière de données à caractère personnel. Les professionnels, donc 80% d'entre eux, disent on va être obligé de changer la manière justement de nous sourcer, de travailler avec nos partenaires tiers et notamment peut-être sur le choix de nos solutions. Alors certains l'ont déjà inscrit, je dirais, sur leur tablette, d'autres vont y travailler. Ce qui est sûr, c'est que sur les nouvelles solutions qu'ils vont acquérir, ce choix sera pratiquement, enfin du moins, cette réflexion sera pratiquement inévitable. Le problème se pose plus pour les choix déjà faits. Comment on peut travailler avec notre partenaire? Donc ça va être plutôt sur des échanges contractuels qui vont être un peu plus, enfin peut-être revus avec eux. Mais il est clair que si on leur demande un audit, les prestataires devront être obligés de pouvoir l'accepter et de travailler en fait beaucoup plus de manière étroite avec leurs clients. Alors, pour aller plus loin, vous avez des études sur lesquelles on a travaillé. Là, je vous ai parlé de la dernière faite avec Wayu. Je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas l'objet effectivement ici de la session. On a beaucoup de lecteurs, dont vous, en fait, de nos études. Vous voyez effectivement quelques entreprises ici qui lisent sur nos blogs la partie un peu visible, je dirais, de nos analyses et de nos missions sur ces sujets-là. Et puis, si vous voulez effectivement aller un petit peu plus loin sur ce thème plus précis lié à cette conférence, on va sortir un e-book qui sera en accès libre. Il n'est pas encore prêt, il sera d'ici la fin du mois. On essaie de pousser, de mettre en avant des cas d'usage. Donc, on aura notamment celui de MACSF, je crois qu'il sera réévoqué pendant la table ronde, et aussi de Oui SNCF, qui est plus orienté vers la partie marketing et notamment data management platform. Je vais passer à la table ronde, et peut-être qu'il y aura des réactions aussi vis-à-vis de ces chiffres, mais l'idée, c'est maintenant de réagir. Moi, j'avais 3 questions plus particulièrement auxquelles je souhaite que vous répondiez et qui sont en regard de certaines de ces données, mais qui vont ouvrir aussi sur d'autres champs. Alors, je vais m'asseoir, ce sera plus facile pour moi. Déjà, il y avait une première question. Et je passerai la main à Jean-Denis. Je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je suis obligée de relire un petit peu. J'ai mon anti-sèche, vous m'excuserez. Donc la donnée, comme on l'a vu, est au cœur de l'expérience client. Elle est même le premier enjeu qui ont été évoqués par les professionnels qu'on a interrogés dans le cadre de nos études. Sans données pertinentes, à jour et de qualité, il est quasiment en fait impossible d'améliorer l'expérience client. Ça, maintenant, on en est tous convaincus. Mais justement, repenser l'expérience client aide aussi à capter les bonnes données. On a vu qu'il y avait une concentration plutôt sur les données de qualité. C'est un cercle vertueux, l'un alimente l'autre. Et vous, donc, à travers vos propres expériences et celles de vos clients, puisque vous êtes aussi, bien entendu, fournisseur de solutions, vous avez des clients, plutôt en B2B, on va dire, quelle est la stratégie que vous conseillez d'adopter pour créer ce cercle vertueux? Et donnez-nous un petit peu des exemples que vous avez vécu au quotidien, alors vous-même en tant que marketeur, mais aussi que vous remontez auprès de vos clients, puisqu'ils vous font évoluer et ils vous font avancer aussi dans vos propres solutions. Alors Jean-Denis, peut-être revenir dans un premier temps, puis après on passera à Arnaud. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que le marketing, je prends ma casquette marketing, le marketing a de plus en plus de data, de données à gérer. Et le marketing est confronté de plus en plus aussi à ce qu'on peut qualifier d'identités multiples. C'est-à-dire qu'on a tous plusieurs identités et ces identités, elles s'expriment de différentes manières et sur plusieurs théâtres. C'est-à-dire on peut s'exprimer sur Facebook, on peut s'exprimer dans des blogs, on peut laisser beaucoup d'informations sur soi, mais on peut avoir des identités différentes. C'est-à-dire que la façon dont je m'exprime aujourd'hui ici, ça sera certainement pas la même que de la manière dont je vais m'exprimer sur un média social, si par exemple je suis guidé par une autre identité. Alors quand je dis des identités multiples, c'est-à-dire elles peuvent être liées par la religion, par la participation à des clubs associatifs, etc. Donc on s'exprime d'une manière différente, on n'utilise pas le même vocabulaire, on ne dit pas les mêmes choses et on n'accepte pas de partager la même donnée à l'endroit où l'on est. Alors je peux donner 2 exemples. Par exemple, vous êtes capable de passer 40 fois devant un magasin de sport où est vendu un t-shirt d'une équipe de foot sans rien faire, et le jour d'un grand match, accepter de dépenser 150 € pour ce même t-shirt. Et là, vous allez être dompté par une identité particulière qui va prendre la maîtrise de vous. Donc ces identités, parfois, elles sont choisies. C'est la manière dont vous allez vouloir vous projeter par rapport aux autres, mais parfois elles sont contraintes ou parfois vous n'avez pas connaissance. C'est ce qui fait que vous êtes peut-être tous rendu compte qu'à un retour de voyage à l'étranger,
vous vous retrouviez avec des chemises que vous trouviez géniales sur place, et puis rentré à Paris, vous ne saviez plus trop quoi en faire. Et à ce moment-là, une de vos identités a pris le pas. Donc cette difficulté pour le marketeur, vous allez voir un peu où j'arrive, elle est de savoir gérer quelle information est bonne, laquelle est pertinente, et puis avec le RGPD, laquelle on peut garder. Et puis ça met aussi un frein au rêve ultime des marketeurs, des personas parfaits. On est en train de construire des personas où on se dit, voilà, notre cible, elle consomme comme ça, elle lit telle chose, etc. Et puis en fait, les cibles, les consommateurs, ils sont bien différents, ils sont pas uniques, ils sont multiples, et puis ils peuvent accepter de partager une donnée à un moment donné, comme ils peuvent refuser que cette donnée soit exploitée dans un autre contexte. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, le contexte devient très très important. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on peut conseiller, c'est aux consommateurs de devenir acteurs de sa donnée. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous capables d'accepter de délivrer un certain nombre d'informations sur nous-mêmes, si tant est qu'on en voit la pertinence ou un retour sur investissement, mais on n'est pas prêt à ce que celle-ci soit utilisée par les autres. Et en fait, cette maîtrise de la donnée, le fait d'être acteur de la donnée, ça va justement améliorer notre expérience client, et c'est pour ça qu'on est prêt à accepter. Maintenant, c'est comment le marketing va, lui, accepter ou savoir faire le tri dans toutes ces données et savoir utiliser la bonne donnée à bon escient. Arnaud, de votre côté, parce que vous avez donc un autre prisme, vous êtes aussi sur le volet relations clients et beaucoup d'interactions avec notamment des entreprises qui ont des problématiques sensibles, on va dire. Est-ce que vous pouvez donner justement votre retour à ce niveau-là ? Je pense que alors en termes de données, moi je préfère parler d'information. La question c'est quelle information en fait. On édite un soft qui permet au centre de contact de gérer les interactions clients. Et en fait, on s'aperçoit que les entreprises vont chercher à donner l'information, la meilleure information, celle qui va être la plus pertinente à leurs agents ou leurs conseillers pour être efficaces vis-à-vis de leurs clients. Et en fait, il y a deux choses. Il y a c'est les informations que l'entreprise collecte sur les différents canaux qu'elle met à disposition de ses clients pour échanger avec elle, donc de la voix, du mail jusqu'aux réseaux sociaux et au chat. Donc c'est comment je donne ces informations, tout l'historique des échanges à mon conseiller pour que quand il est en relation sur n'importe quel canal avec un client, il ait une vision à 360 degrés de tous les historiques, de tous les échanges qu'il y a eu avec le client. Et pourquoi en fait ? Parce que ça permet, évidemment, de créer... C'est là qu'on commence à personnaliser la relation avec le client. C'est beaucoup plus efficace de décrocher, d'avoir la remontée de fiches et de savoir tout ce qui s'est passé et d'anticiper la demande du client, de lui dire est-ce que vous m'appelez à propos d'un retour, si vous êtes e-commerçant, d'un colis que vous nous avez renvoyé, est-ce que vous nous appelez à propos de votre police d'assurance, d'un problème de facture, parce que j'ai vu que vous avez envoyé un mail hier. On est beaucoup plus pertinent et on commence à rentrer dans un registre émotionnel avec une vraie personnalisation de l'échange et qui n'est plus uniquement transactionnel. Il faut savoir que le client, s'il appelle, ça fait en France, en tout cas en moyenne, le temps d'attente, 80% c'est 6 minutes. Donc déjà, vous avez quelqu'un qui est un peu énervé et qui est impatient d'avoir quelqu'un au téléphone. Malheureusement, une bonne partie des entreprises commencent avant même presque de dire bonjour, c'est qu'on demande quel est l'identifiant du client et on s'assure qu'on a le bon numéro de téléphone. Donc on ne s'occupe pas de sa problématique. Or, si on est capable justement de devancer son problème et de deviner pourquoi il nous appelle, on est dans une relation qui est complètement différente. Pour les appels, en France, je crois je lisais une étude de BVA, près d'un quart en fait, des Français appréhendent un appel au service client. C'est-à-dire que c'est presque la même appréhension d'appeler un service client que d'aller chez le dentiste. Enfin, c'est quand même incroyable. Et donc, si on arrive à donner cette information à l'agent, l'aider à mieux appréhender en fait, la demande du client, on va être davantage dans l'interpersonnel, voire dans l'émotion, et on va être beaucoup plus pertinent dans le traitement. Donc ça, c'est pour la partie réactive. Et ensuite, la partie active, évidemment, toutes les informations qu'on va récolter sur les différents canaux alimentent le CRM et on va aider le CRM et les outils d'analytique du marketing à mieux affiner la connaissance du client pour après rentrer dans des logiques de customisation des offres et de personnalisation des offres qu'on va pouvoir pousser aux clients de manière réactive pour faire de l'upsell ou sur des campagnes d'appel. C'est justement, vous parliez de MACSF, donc, qui utilise Chiamo, et ça a été justement leur première préoccupation. La donnée, en fait, l'information client était éclatée dans différents outils pour gérer ces interactions clients. Ils ont tout unifié dans Chiamo, donc tous les canaux sont maintenant gérés via Chiamo. Et en fait, ils gagnent du temps dans la gestion des interactions clients, ça libère du temps pour les agents.
ils traitent moins de tâches à faible valeur ajoutée et ils peuvent dégager du temps pour les agents pour faire des actes commerciaux. Donc en fait, on arrive un petit peu au Graal, en tout cas en France, parce que les centres de contact sont davantage perçus comme des centres de coûts, en fait, à mettre un ROI derrière, parce que maintenant, les agents commencent à avoir un rôle commercial, gèrent des tâches à plus forte valeur ajoutée et sont capables de vendre et de dégager du chiffre d'affaires. Donc on commence à avoir un ROI derrière les centres de contact. Il y a un autre point, je vais revenir vers Marc, parce que de par votre fonction, hein, vous êtes Data Lake Officer, et toute une problématique qui est liée aussi à ces données, elles sont dispersées dans l'organisation. Comment ça se passe en fait? Quelles sont, parce qu'il faut les organiser pour répondre notamment aux 2 points de Jean-Denis et de Arnaud. Il faut qu'à un moment donné, on puisse s'assurer qu'elles soient bien pertinentes, de qualité. Donc, est-ce que vous pouvez justement, comment la mise en place d'un Talek pour aider et puis quelque part contribuer aux marketeurs et aux personnes de la relation client, justement les aider dans ce cheminement? Bon, je crois que peut-être il faut commencer un peu pour dire qu'est-ce que c'est un data lake et quels sont les points différents par rapport à les approches plus traditionnelles comme un data warehouse. Et finalement, c'est un grand entrepôt. Donc, on est sur la même idée que dans des autres environnements plus traditionnels. Mais la différence, c'est qu'on ne va pas, déjà qu'on va essayer de stocker le plus possible de données différentes, de sources différentes, pour essayer de casser les silos de données que vous avez parlé avant. Et on ne va pas être très obsessionné pour formater la donnée pour que la donnée soit en très très bon format et en très très bonne qualité depuis le début. Sinon, on veut mettre à disposition des données le plus tôt possible pour voir qu'est-ce que les outils Big Data, qu'est-ce que les outils sémantiques nous permettent de faire avec ça. Et une fois qu'on a des pistes, on va retravailler dans une approche itérative pour pouvoir améliorer la qualité, pour pouvoir aller chercher de nouvelles sources, pour pouvoir fournir des solutions plus pertinentes, plus ad hoc à la demande qui a été posée au début. Juste pour clôturer un peu cette partie Data Lake, Outscale, c'est un cloud provider. Et donc j'étais surprise quelque part lorsqu'on a échangé que vous ayez cette fonction au sein d'un cloud provider. Et quelle était la raison? En fait, il y avait une demande des clients, vous travaillez pour vos clients, vous les aidez dans ce cheminement aussi? En fait, nous, on travaille pour les clients d'une façon indirecte. On va analyser des données, surtout des machines, parce que c'est notre cœur métier, pour pouvoir fournir un service de plus haute qualité, pour pouvoir devenir réactif à les problématiques qu'on peut trouver dans notre propre service et que pour les clients, on est un bon fournisseur d'infrastructures qui réagit avant que les problèmes il occurrent. Merci. Donc là, on est sur l'anticipation. C'est-à-dire que le Data Lake aussi aide, je dirais, vous en tant qu'entreprise, mais vos clients à pouvoir anticiper. Là, on se rapproche un peu aussi des projets liés à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle ne peut être alimentée que par la donnée. Et il y a un lien, en fait, il faut qu'elle soit de qualité. Et donc, le Data Lake est peut-être l'étape préalable, je dirais, avant même d'engager ces projets-là. Alors, une autre question. Alors là, on a vu, enfin, je l'évoquais à plusieurs reprises, la problématique sur la donnée à caractère personnel. Dans l'étude que j'ai mentionnée, réalisée en copartenariat avec Wayu, que j'ai présenté, enfin, dont j'ai présenté les résultats clés tout à l'heure à 9h30 en plénière, 90% plus de 90% des professionnels qu'on a interrogés évoquent justement un changement des comportements de leurs clients en matière de données à caractère personnel. Là, les réglementations sont en train d'évaluer, le RGPD, il y a aussi Privacy que j'ai évoqué. Donc, il y a des nouveaux enjeux qui se dessinent, notamment en matière d'hébergement, de protection des données clients sensibles. Quels sont, alors je me retourne de nouveau vers Jean-Denis et Arnaud, quels sont ceux que vous relevez de votre côté en tant que marketeur aussi, mais aussi de vos clients, et comment peut-être vous les appréhendez aussi à travers vos offres et vos métiers de marketeur? Alors, cette année, c'est un peu une année cruciale pour le marketeur avec le RGPD. Et puis on voit avec les premiers couacs, Grindr, Facebook, Google, en ce moment, je pense que ça va être l'année phare pour le marketing. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore vraiment prêtes ou n'ont pas vraiment appréhendé tous les enjeux liés au RGPD. Alors, ceci dit,
on sait bien que ça demande une gestion différente. Et on a l'impression que tous les acteurs se mettent un peu en retard à commencer à parler de consentement, à demander le consentement à leurs clients ou aux consommateurs. Et puis si vous vous mettez tous à cette place-là, vous allez recevoir 15, 20, 40, 100, selon vos différents abonnements, demandes de consentement. Et je pense qu'une réaction humaine à tout ça, sur le mois d'avril, mai, juin, ça sera de dire non à tout et de vous désabonner de tout en vous disant je vais prendre le temps de réfléchir à quoi je vais me réabonner ou ce que je vais accepter de donner à nouveau. Donc peut-être par manque d'anticipation, on se retrouve confronté à un rush dans la demande du consentement par obligation et ce rush semble pas être super bien géré aujourd'hui sur le marché. Alors dans le B2B, le problème se déplace un peu. Déjà parce qu'en B2B, on a théoriquement des clients ou des partenaires qui ont un consentement tacite ou parce qu'on a des clients ou des partenaires qui ne vont pas remettre en cause la relation qu'ils ont avec nous puisque forcément c'est nos clients et nos partenaires. Maintenant, la problématique, elle va se poser dans la prospection et là aussi, le B2B a un peu une échappatoire, c'est qu'ils travaillent avec des partenaires la plupart du temps. Des entreprises qui vont nous aider à créer du contenu, à nurturer, à détecter les projets. Et on n'est pas forcément en lien direct avec cette prospection. Donc on déplace la problématique chez les partenaires qui sont pas beaucoup mieux préparés que les marketeurs sur le sujet, mais qui vont quand même porter cette responsabilité. Et vous en parliez d'ailleurs en préambule. Le partenaire... Le tiers de confiance qui travaille sur ces projets-là doit aussi se mettre à l'œuvre pour récupérer ses consentements et travailler sur le consentement. Donc il y a un double enjeu et il y a un peu un déplacement de la responsabilité qui n'exonère pas du tout le marketeur qui va commencer à travailler aussi avec ses partenaires. De votre côté, Arnaud, vous, comment vous êtes obligé en tant que marketeur de vous adapter? Quels sont les changements peut-être que vous avez opérés avant de parler après des nouvelles solutions d'analyse qui est mis en place? Alors, ouais, c'est vrai que on fait effectivement attention aux usages des données qu'on capte sur nos clients. Alors, on est dans le B2B, donc on a un peu moins de contraintes et les volumes aussi sont pas les mêmes. Après, nous, le produit qu'on commercialise capte des interactions clients. Donc, en fait, on devient un sous-traitant, un partenaire des clients, parfois de B2C. Et donc, on porte la responsabilité en même temps qu'eux, parce qu'on a cette responsabilité en même temps que nos clients. C'est-à-dire que toute la chaîne en fait, des sous-traitants, des partenaires qui exploitent la donnée des marques, en fait, on doit tous être au carré parce que la moindre faille expose l'entreprise, donc elles sont de plus en plus vigilantes. Même si les données qu'on capte sont anonymisées, on est obligé de faire extrêmement attention. Et c'est surtout sur la sécurité qu'on est obligé de mettre l'effort parce que malheur aux marques qui vont se faire hacker leurs données et qui vont avoir leur nom affiché dans la presse. Et les impacts sont tout de suite extrêmement dévastateurs en termes de confiance et en termes évidemment de chiffre d'affaires. Mais après, c'est vrai que on n'a jamais parlé autant de la donnée. Le RGPD d'ailleurs tombe bien parce qu'il y a l'actualité Facebook dont on a beaucoup parlé. Après, je pense que par rapport à l'attitude en fait, des clients, en fait, les gens par rapport à ça sont quand même assez schizophrènes et la valeur perçue du service quand même prime. Si on demande là aux personnes qui sont dans la salle, qui aujourd'hui a un compte Facebook et l'utilise relativement régulièrement? Est-ce que vous pouvez lever la main? Toutes les personnes qui utilisent ont un compte Facebook et qui l'ont déjà utilisé. Pas plus que ça. Alors, qui d'entre vous, depuis les derniers scandales, a coupé son compte Facebook? Il a résilié, n'utilise plus. Vous voyez, la réponse, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de protection et de crainte par rapport à la donnée, mais comme la valeur du service est quand même supérieure aux bénéfices qu'on en retire, pourtant l'actualité est quand même énorme, tout le monde a entendu parler du scandale, finalement, les gens continuent à sacrifier une partie de leur intimité parce que la valeur perçue est rendue par Facebook ou tous les services Google, que ce soit Google Maps, pouvoir se géolocaliser, parce que c'est vrai que c'est super, finalement prime et on préfère quand même abandonner une partie de cette intimité en retour du service en fait, que l'entreprise nous propose. Donc la question, ça va être finalement au bout de combien de temps les gens vont accepter
de donner ces informations? Est-ce qu'il va falloir de nouveaux scandales à répétition, ou peut-être d'entreprises françaises pour que les gens se sentent un peu plus concernés? Parce que là, le scandale Facebook concernait quand même les élections américaines avec Cambridge Analytics. Cambridge Analytics. Donc ça ne nous a pas touché, mais en fait on a les mêmes problématiques. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant comme situation à observer. Les changements commencent vraiment, sont déjà un petit peu, il y a des études grand public, hein, notamment l'Axel a sorti, c'est des baromètres sur la confiance des consommateurs vis-à-vis du de la confiance numérique. Et il le suit, c'est intéressant déjà depuis plusieurs années, il voit une accélération des solutions, ce qu'on appelle des comportements d'éviction en fait, ou de détournement. Alors que là, dans l'Assemblée, on a dit oui, on a un compte, moi j'en ai un, Facebook. En revanche, je l'utilise peut-être moins souvent, je fais peut-être plus attention. Peut-être que je ne sais pas si vous avez été regarder vos clauses, ce que vous avez désactivé. Donc c'est un peu plus fin, je pense. Alors on garde le compte, mais est-ce qu'on l'utilise de la même façon? Je ne suis pas sûre en fait. Et c'est ça qui est la grande tendance en fait aujourd'hui, que ces affaires, mais pas uniquement, hein, ont changé au niveau des relations que ces entreprises-là ont avec le client grand public. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils apportent une valeur de service. Ça, c'est clair, en fait, sur certains sujets. Et donc là, c'est où on met le curseur en termes de risque, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'avec la réglementation, les entreprises, en fait, vous, en tant que prestataire, vous l'avez bien évoqué tous les deux, plus vos clients, vous avez des obligations maintenant. Des obligations qui peuvent s'élever, si vous n'y êtes pas conforme, à 4% du chiffre d'affaires monde, en fait, pour le RGPD. Donc ça commence à être, on change en même temps d'environnement. Je pense qu'il y aura un avant 98 et un après 98, ce que je disais tout à l'heure à Sylvie Chauvin qui a ouvert la session, et qu'au niveau de la manière d'analyser les données, on devra peut-être faire autrement, mais sans perdre de vue que quand même l'objectif, il faut que le client soit satisfait, il faut amener de l'expérience et que quelque part, ces solutions-là aussi y contribuent. Donc j'espère qu'ils vont évoluer parce que je vois le côté de prisme positif. Il va falloir qu'ils offrent peut-être les garanties nécessaires qui sont attendues en termes de privacy notamment. Alors après, ce qui va aussi complexifier cette approche, c'est l'arrivée des assistants vocaux. On voit que ça a été un best-seller à Noël et il va s'en vendre de plus en plus, et ça va encore accentuer, en tout cas pour nous, la problématique, c'est quel flux d'informations transite, on capte, et il y a encore beaucoup plus d'informations qui traitent dans des échanges et dans la voix que dans des mails. Et ça va poser encore un nouveau problème parce qu'aujourd'hui on maîtrise assez mal justement ce qui peut être capté à travers des informations comme ça qui sont issues de discussions de salon, tout ce qui peut être enregistré par ces acteurs, comment ces données sont utilisées. Et quand on va se rendre compte que les gens parlent dans leur salon tel ou tel film ou tel produit, et que le lendemain Amazon aura enregistré et vous proposera de vous livrer le produit, je pense que les gens vont commencer à se poser des questions sur ce qui est capté avec ces outils. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on est encore au début sur cette notion-là. Néanmoins, il y a des solutions qui permettent de pouvoir, alors pas sur la partie protection, la partie de la sécurité, je pense que ça va au-delà. Vous devez aussi sécuriser vos process internes. Je sais que chez Auskel, c'est le cas. La traçabilité. La traçabilité, aussi des bonnes pratiques en interne, c'est-à-dire que si vous êtes les collaborateurs, je dirais, eux-mêmes sont concernés sur les actions qu'ils doivent faire. J'ai une dernière question, parce que quand même le thème c'était de nouvelles solutions mises en place. Donc on voit que la donnée client facilite l'expérience client, mais que vous-même dans vos métiers, vous avez besoin pour pouvoir analyser l'ensemble de ces données sur différents canaux qui viennent aussi maintenant, même sont collectés. On a parlé justement des assistants vocaux, donc c'est un objet connecté en tant que tel. Et justement, pour revenir, vous m'aviez indiqué, votre problématique liée à l'arrivée de l'Internet of Things. Alors, pouvez-vous en dire deux mots justement sur une nouvelle solution autour de ça, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, des bonnes pratiques sur de la donnée spécifique liée aux objets connectés? Bon, en fait, une des grandes problématiques des objets connectés, c'est la perte de connectivité. Nous, quand on rentre avec notre téléphone au métro ou quand la batterie se finit, on perd toute la connectivité avec l'objet et on ne peut pas recevoir plus de données. Mais on sait que le mobile il se reconnectera à les réseaux et que les données qui ont été accumulées pendant ce temps, ils pourraient être envoyées. Donc, une des solutions, c'est placer plus près des devices un petit stockage et un petit pré-traitement de la donnée avant de l'envoyer à les clouds ou la plateforme qu'on utilise pour les traitements et analytiques de la donnée. Ce que veut dire Bar, donc vous, c'est le conseil, c'est qu'on a oublié, c'est que là maintenant, on traite souvent la donnée
non pas en local, mais on la traite beaucoup, soit même en temps plutôt réel, c'est synchronisé, sur des serveurs qui sont distants. Et maintenant, avec ces nouvelles formes de données, on est obligé de changer un peu en fait, nos approches. Et donc, du coup, les solutions qui sont associées et considérées des traitements qui sont plus en fait, proches du client et locaux. Donc ça aussi, c'est un coût, en fait, quelque part, en termes d'investissement pour les entreprises. Bon, c'est un coût parce que c'est un changement de paradigme, mais il faut penser que beaucoup de les objets connectés sont des ordinateurs beaucoup plus puissants que les ordinateurs qu'on avait ça fait 20 ans. Donc, c'est plutôt un changement de paradigme qu'un coût matériel. D'accord. Donc, si jamais vous avez des questions qui sont liées à cette problématique bien spécifique aux objets connectés, profitez de Marc, parce que c'est une spécialiste, en fait, de la thématique. Du côté de Jean-Denis, il y avait d'autres choses, parce que vous, en tant que marketeur, c'est plus lié à l'analyse en fait, des données. D'ailleurs, ça revient sur ce qu'on a évoqué au tout début sur les solutions qui étaient remontées par nos études. Hein. Oui, alors, si le marketeur a déjà de nombreux outils, est amené à les changer régulièrement. Néanmoins, avec tout ce traitement de données, je pense qu'aujourd'hui, un bon marketeur rêverait d'avoir un outil de data visualisation. Une représentation spatiale de l'ensemble de ces données. Et puis peut-être, on peut espérer demain une sorte d'IA qui nous permettrait d'analyser toute cette data et améliorer la perception ou l'analyse de ces représentations sous forme de data vise. Vous avez déjà regardé en fait un petit peu sur le marché vous, alors, ce qu'on a vu au dernier forum du CMIT, on avait un concours start-up et puis on a vu une présentation d'une société qui s'appelle Tableau qui fait des choses assez impressionnantes, mais autrement non, pas encore. Ouais. Alors, effectivement, sur la data visualisation, moi j'ai regardé une start-up qui s'appelle le Matelot, c'est un petit peu différent, mais qui est intéressant à suivre. Donc, je suis aussi pas mal avec beaucoup d'activités ces sociétés nouvelles qui anticipent un peu, eux-mêmes venant du marketing avant, donc qui ont été face à ces problématiques. Je crois que du côté Arnaud, c'est un peu la même chose. Vous, en tant que marketeur, je crois que vous rejoignez avec Jean-Denis sur les nouvelles solutions dont vous avez besoin pour mieux gérer la donnée. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est difficile pour les entreprises, encore plus, je pense, pour les marques B2C qui brassent énormément de volume de clients, donc d'informations qu'elles récoltent sur leurs clients, finalement, c'est qu'est-ce que je cherche à savoir finalement quelle information je vais devoir utiliser, de quoi j'ai besoin, dans quel but. Parce que sinon, à trop vouloir récolter des données un peu partout, on va souffrir d'infobésité. Mais l'objectif, c'est finalement qu'est-ce que je veux démontrer et quelles sont les informations qui vont me permettre de le démontrer. Qu'est-ce que je cherche en fait à mettre en évidence. Parce que sinon, vous êtes complètement noyé dans une masse d'informations. C'est finalement de dire, OK, quels sont les triggers qui déclenchent des actes d'achat, quels sont les éléments que je peux mettre en corrélation et qui font que tel événement sur tel profil client, ah tiens, c'est intéressant pour moi. Donc c'est ça qui est en fait difficile. Et effectivement, des outils de data visualisation peuvent être extrêmement efficaces parce que ça permet de mettre en évidence justement ces corrélations et ces informations qui sont pertinentes et qui permettent d'identifier des triggers d'achat ou de comportement. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à voir. Donc nous, on essaye, pareil, on cherche un peu les outils, tous la martingale qui pourrait facilement nous aider à identifier ces informations pertinentes. Alors peut-être que le machine learning, l'intelligence artificielle vont nous aider. Après, nous, on essaye d'utiliser dans l'usage de nos produits. On regarde comment nos clients utilisent le produit et ça nous donne en fait des informations sur finalement les fonctions qui sont les plus utilisées. Donc du coup, on va essayer de comprendre ce qui les intéresse et on va mettre l'accent dessus en R&D, développer de nouvelles fonctionnalités, ou au contraire, ça va mettre en évidence des services, des fonctions qui ne sont jamais utilisées, et du coup on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que finalement ça n'avait aucun intérêt pour le client, ou alors est-ce que simplement on l'a mal conçu, il faut qu'on revoie l'information. Donc ça c'est le mode opératoire, donc ça peut être aussi une information, un moyen d'améliorer, de recueillir de l'information client pour mieux concevoir nos produits. Et dans le cadre parce que là vous offrez des solutions, bien entendu, de gestion des interactions clients de votre côté, il y a des besoins justement d'analyse des informations qui sont collectées à travers vos solutions, qui sont demandées. Alors peut-être travailler avec des partenariats, vous en prendre. Je pense analyse sémantique, analyse de sentiment par exemple. De plus en plus, oui. Là, effectivement, la voix du client est de plus en plus importante. Alors nous, on ne le fait pas parce qu'on considère que c'est un vrai métier, c'est vraiment une très forte expertise. Cette expertise, on ne l'a pas. Donc on préfère ne pas improviser ou de faire des solutions, des fonctions limitées. À ce moment-là, le produit est ouvert et on permet à nos clients de s'interfacer avec des outils, des spécialistes en fait, de leur choix. Mais oui, de plus en plus, les clients demandent de pouvoir analyser presque en temps réel ce qui se dit.
ou pour justement mettre à jour le CRM ou emmagasiner de la donnée client qui va permettre de mieux analyser les comportements, mais même de plus en plus de faire des analyses à chaud de manière à détecter en fait le besoin du client et du coup d'aider le conseiller dans le choix de la réponse qui va être la plus pertinente. Donc c'est vraiment du temps réel. Donc de plus en plus ils sont friands de ce type de produit. Donc la notion de temps réel, personnalisation, avec maintenant l'aide en fait de solutions tierces, donc pas vous en direct, mais via des partenaires qui eux vont faire. Donc je pense que certains d'ailleurs doivent être présents sur les salons. On va avoir fini la table ronde. Moi je voulais laisser une petite session de questions-réponses. Je pense qu'il devait y avoir une autre conférence. Il y a des personnes qui effectivement viennent de quitter la salle, mais pour ceux là qui sont encore présents, moi je profiter de nos 3 témoins intervenants. Si vous avez des questions, on peut effectivement accorder ces 5-10 minutes à des réponses de leur part sur la partie plus donc de nouvelles solutions ou aux problématiques aussi liées à la donnée. Profitez-en. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut démarrer. Est-ce qu'il y a une question de la salle sur ces enjeux liés à l'expérience client, comment ils travaillent? Il y avait Arnaud qui avait évoqué justement aussi analyser le comportement des clients pour améliorer les solutions. Ça peut être un autre axe. Non. Écoutez, je vous remercie. Et si vous voulez continuer après en aparté, n'hésitez pas. Nous sommes sur le salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.